Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'espace UNESCO aujourd'hui pour l'une de nos conférences parmi les plus importantes. J'ai en effet le très grand honneur, avec toute notre équipe, d'accueillir aujourd'hui Monsieur Tahar Benjeloun, qui n'a pas besoin de beaucoup de présentations. Ma tâche va être aisée. Vous savez sans doute que Monsieur Benjeloun est natif de Fès. Il a publié de très nombreux ouvrages, une vingtaine de romans, dont par exemple L'Enfant de sable et La Nuit sacrée, prix Goncourt 1987. Parmi ses derniers ouvrages, on peut mentionner par exemple Les Amants de Casablanca et bien sûr aussi Les Arbres racontés aux enfants. Je vais moi-même découvrir, je sais que vous le présentez par ailleurs avec beaucoup de plaisir. On peut aussi mentionner le Dictionnaire amoureux du Maroc parmi ses œuvres les plus récentes. Monsieur Benjeloun est aussi peintre, il a exposé dans de nombreux pays et il prépare, je crois, une rétrospective pour le musée Mohamed VI à Rabat début 2025. Aujourd'hui, il se propose de nous parler sur un thème très important, plus important que jamais. Et ce thème, c'est « Que peut la littérature en temps de guerre et en temps de paix ?» Merci d'applaudir Monsieur Benjeloun. Bien, merci d'être là. Et évidemment, parler aujourd'hui de littérature en temps de paix, en temps de guerre, eh ben, c'est pas facile parce que la littérature, elle est faite pour agrémenter les moments de la vie et parfois pour comprendre le monde et comprendre la vie. Et quand on est évidemment dans une situation difficile de violence, que peut la littérature? Ben, je crois que malheureusement, elle ne peut pas grand-chose. Il y a Jean-Paul Sartre qui avait dit à l'époque que vaut un livre, que pèse un livre face à un enfant blessé ou qui a faim. Pas grand-chose non plus, parce que... Et pourtant nous avons besoin de livres. C'est une nécessité absolue. Aucune société, quelle qu'elle soit, ne peut vivre sans littérature, qu'elle soit orale ou écrite, peu importe, mais que la littérature existe. Aucune société ne peut se passer d'art, de musique, de culture, en quelque sorte. Et en ce moment, évidemment, on vit des situations compliquées, difficiles au Proche-Orient. Et évidemment, un livre ne pèse rien devant les bombardements, devant les attentats et tout ça. Et pourtant, il faut bien parler, il faut bien écrire. Et je me souviens du poète palestinien Mahmoud Darwish, qui était un très très grand poète, pas parce qu'il était palestinien, mais aussi parce qu'il était palestinien. Et il disait je cherche un bout de terre où mourir, c'est-à-dire une tombe, quoi. Et il aurait voulu évidemment être enterré dans ce pays natal, la Palestine. Et il a écrit des poèmes magnifiques là-dessus, et qui sont d'une portée universelle. Ce n'est pas uniquement la Palestine, c'est tout ce qui concerne l'injustice qui s'abat sur des peuples dans le monde. Et la poésie, évidemment, elle est fondamentale, parce que la poésie, en fin de compte, et si on est un peu optimiste, sauvera le monde. Si la poésie est là, si elle fait référence à des valeurs que nous aimons, eh ben, elle sauvera beaucoup de peuples et beaucoup de monde. Mais malheureusement, la violence fait beaucoup de bruit, beaucoup plus de bruit qu'un poème écrit ou récité. Et c'est pour ça que la littérature est nécessaire. Alors évidemment, la littérature, c'est quoi? C'est un témoignage sur la réalité. Qu'est-ce qu'un écrivain? Ben, Balzac disait un écrivain, c'est un témoin de son époque. Témoin de l'époque, ben, évidemment, lui, il a très très bien illustré la sienne d'époque. Et puis, témoin, mais pas uniquement. On peut être témoin et en même temps concerné
on dirait aujourd'hui engagé, entre guillemets, mais engagé c'est un terme un peu ambigu. Disons que la littérature, l'écrivain est quelqu'un qui assiste au monde et qui nous le redonne à travers la fiction. Quand il y a un problème social, un problème qu'une société vit, eh bien, il est beaucoup mieux, beaucoup plus efficace de le présenter sous forme de fiction que sous forme de procès verbal ou de texte objectif. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai présidé le jury des jeunes étudiants et étudiantes marocains qui ont fait le choix Goncourt pour l'année 2024. Et il y avait 7 jeunes filles venues de 7 universités de tout le Maroc. Et il y avait 4 livres en lice. Ce sont les 4 listes qui étaient finalistes chez nous à l'Académie Goncourt en 2023. Et je vais très vite. Ils ont voté pour un livre qui n'est pas tout à fait un roman, mais il est très bien écrit, qui s'appelle Triste Tigre. Triste Tigre, c'est l'histoire d'une femme qui a été abusée par son père. Donc c'est un problème d'inceste qu'elle raconte avec des mots extraordinaires. Et c'est un texte d'une très grande force. Et je comprends pourquoi les jeunes filles étaient sensibles à ce sujet. Pourquoi? Parce que elle encourage, le livre encourage toutes celles ou tous ceux qui ont été abusés ou victimes de parler. Parce que ce livre-là, il a un succès phénoménal. Il a eu le prix Femina et il a été choisi par 16 pays comme Goncourt de ces pays-là. C'est-à-dire que c'est un livre qui a touché le monde entier uniquement parce que cette femme a raconté son histoire. Mais il faut dire qu'elle a beaucoup de talent et qu'elle sait comment la raconter. J'espère qu'elle viendra au Maroc présenter son livre l'année prochaine, ce que nous a promis hier au téléphone. Et pour vous dire que là, la littérature a un rôle à jouer. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement pour passer le temps, mais pour éveiller les consciences, pour que les jeunes qui lisent ça, eh bien, apprennent à ne pas se taire, apprennent à dire ce qu'il faut dire quand il y a un abus, quand il y a une monstruosité qui se passe soit dans la famille, soit ailleurs. Mais enfin, c'est très important de le dire et de parler. Nous savons qu'au Maroc, nous avons cette pudeur qu'on appelle le chouma, et puis là-dessus, les salauds, enfin les monstres qui profitent des enfants ou de leurs propres filles, eh bien, ils disent, tu te tais, chouma, il faut un secret, etc. Donc, la littérature, là, je vois qu'elle a un rôle à jouer. Il est très important que ce rôle puisse être connu et que ce livre puisse être lu par le maximum de jeunes gens, parce que c'est pas 30 ans, 40 ans après qu'on va raconter ce qui s'est passé, comme a fait par exemple Christine Angot dans son livre sur l'inceste. C'est maintenant qu'il faut le dire quand il y a un problème, et nous savons que nous avons une société un peu hypocrite qui cache les choses. Il ne faut pas que les gens le sachent, il ne faut pas que les voisins apprennent ce qui se passe pour ne pas dire du mal, etc. etc. Donc il faut sortir un peu de ces habitudes stupides et donner la parole à ceux et à celles qui ont besoin de parler pour sortir de leur traumatisme. Parce qu'on apprend dans le livre de Sino Neige, elle s'appelle Sino Neige, son grand-père était arabe, nous a dit hier. On apprend que Virginia Woolf, la grande écrivaine britannique que tout le monde connaît, eh bien, elle aussi a été abusée par ses frères. Et on ne le savait pas. Moi, je ne le savais pas personnellement. Et on sait que la vie de Virginia Woolf a été une vie désastreuse, blessée, humiliée, et qu'elle s'est suicidée très jeune. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que ce n'est pas uniquement un traumatisme
le jour ou ou la nuit qui se passe. C'est un traumatisme qui vous poursuit toute la vie. Et pour s'en débarrasser, parfois, on n'a pas assez de force, de puissance pour effectivement hurler et dire ce qu'il y a à dire pour dénoncer ce qui se passe. Et alors, quand on n'a pas ces moyens-là, on met fin à sa vie, et ce qui est dramatique, évidemment, pas du tout voulu. Ça, d'un point de vue de la vie sociale. Je dirais la littérature pourrait être aussi utile. Il y a un papillon qui vient, c'est merveilleux. La littérature pourrait être utile pour voyager, faire des voyages immobiles. On n'a pas les moyens, on n'a pas de visa, on n'a pas d'argent pour aller en Amérique latine. Ben, vous prenez un livre de Garcia Marquez et vous lisez 100 ans de solitude. Et là, vous êtes chez vous, mais vous voyagez au bout du monde, en Colombie. Et puis vous sortez de Colombie, vous allez au Chili, en Argentine, etc. Et ça, c'est extraordinaire. Ça. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. J'étais d'une famille modeste et j'empruntais les livres à la bibliothèque française qui était à Tanger, tout près de la maison. Et je partais dans ces voyages. J'ai lu Moby Dick à l'époque, j'étais vraiment très très jeune, et je ne comprenais pas l'acharnement de cet homme qui voulait absolument tuer la baleine blanche. Et puis, j'ai dit, mais c'était écrit tellement bien, c'était merveilleux. J'ai voyagé avec lui, j'étais dans le bateau, je sentais les mal de mer, etc., etc. Après, j'ai lu Sans famille, mais tout le monde l'a lu quand on était jeune. Et là, j'ai dit, alhamdoulilah, j'ai une famille magnifique, formidable, mes parents sont bienveillants, ils nous aiment. Mais la littérature, c'est ça. On revient toujours à soi par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et donc, il y a le voyage. Et puis, on peut s'amuser aussi. Il y a des livres qui nous font rire, qui nous racontent des histoires. Vous prenez tous ces romans policiers qui viennent des pays nordiques. Qu'est-ce que vous voulez on a envie parfois d'avoir peur. Mais on a peur chez soi, dans sa chambre, sous la couette, tranquille. Mais c'est une peur civilisée. Ce n'est pas la peur que si vous vous retrouvez vous-même sous la neige avec un pervers qui va faire des malheurs. Donc c'est tout ça à la fois. Et en même temps, quand on aime une langue, ça peut être la langue arabe, qui est une langue merveilleuse, très riche, fabuleuse, ou la langue française ou la langue anglaise, eh bien, on perfectionne sa propre langue, on la perfectionne, on l'améliore et on en fait un outil de communication important. Alors, je reviens évidemment le temps de guerre. Ben, vous savez que durant la Deuxième Guerre mondiale, les plus grands poètes français ont écrit les plus beaux poèmes de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient une situation de résistance la plupart du temps. René Char, Éluard, Aragon et d'autres. Ils vivaient une situation qui avait frappé de malheur la France pendant la guerre, et ils ont exprimé des sentiments extraordinaires. Et la poésie de cette époque française reste d'une portée universelle et reste exceptionnelle de beauté et de force. Ça, c'est quelque chose qui est... Parce que la poésie ne vient pas comme ça. C'est pas parce qu'un matin on se réveille et dit tiens, je vais faire un poème. Non, la poésie s'impose par ce que nous vivons autour de nous. Quand évidemment il y a la guerre, on a envie de crier, on a envie de hurler, on a envie de dénoncer. Quand on est bien inspiré, quand on est assez rigoureux, on se met à écrire et parfois, comme Mahmoud Darwish ou comme Aragon, on arrive à faire des merveilles, c'est-à-dire de très très beaux poèmes qui sont valables pour tout le monde. C'est-à-dire que vous lisez aujourd'hui Aragon, l'autre jour on l'a beaucoup célébré pour les frères Manouchian qui étaient des Arméniens exécutés par les nazis, eh bien c'est toujours d'actualité. Il y a encore des gens justes, innocents, qui meurent sous les bombes, qui meurent innocemment. Et ça, c'est aussi une façon
de leur rendre hommage par la poésie, parce que la poésie, c'est la célébration des valeurs fondamentales, des valeurs essentielles qui font que nous sommes des êtres humains, qui font que nous sommes faits pour vivre ensemble et pour faire des choses ensemble, pour créer quelque chose de nouveau entre nous. C'est pas, vous savez, la culture, c'est pas uniquement des moments de folklore, c'est plus que ça. C'est ce qui nous relie entre nous. C'est-à-dire finalement que la traduction heureusement existe et on peut dire que quand on lit des poètes chinois, vietnamiens, russes, égyptiens, marocains, ben, avec la traduction, on a l'impression d'avoir fait le tour du monde et qu'on est entré en contact avec d'autres cultures et d'autres imaginaires. Et c'est dans ce sens-là que la traduction devrait se développer, devrait être de plus en plus importante. On laissera un peu un verre d'eau, enfin une bouteille d'eau. Bon, ça vient. Merci. Et vous pouvez l'ouvrir parce que... Ah, ça y est. Ah, voilà, c'est tout. Merci. Voilà, quelque chose de très simple. Je ne peux pas vivre sans eau, comme les 7 milliards d'humains. Et je dis ça pourquoi? Je sors un peu du sujet. Parce que les prochaines guerres seront autour de l'eau. Celui qui va dominer la source d'eau va dominer le monde. Et l'eau, c'est un don du ciel, évidemment. C'est un don de la nature, mais il faut la protéger, il faut l'économiser, et il faut la chérir parce que, comment dire, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus réconfortant, il n'y a pas plus vital qu'une gorgée d'eau. La preuve, les gens, quand ils font la grève de la faim, ils peuvent ne pas se nourrir pendant un mois même, mais ils ne peuvent pas se passer d'eau. Et ça, c'est très important. Et je reviens, puisqu'il y a des enfants qui sont là, économisez l'eau à la maison. Ne laissez pas le robinet ouvert pendant que vous brossez les dents. Et puis vous l'ouvrez, parce que c'est un don très précieux. Sans eau, on est foutu, on est mort. Voilà, je ferme la parenthèse et je continue. Alors, puisqu'on parle de littérature, disons, nécessaire, alors je viens de lire un roman d'une jeune Marocaine qui écrit en français. Elle s'appelle Zineb Mekouar. Je crois qu'elle sera au salon dans quelques jours. Oui, chez vous, à l'UNESCO. Et Zineb Mekouar a écrit un livre qui s'appelle « Souviens-toi des abeilles ». Alors évidemment, quand on voit ce titre, on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors elle raconte un peu l'histoire d'un village, Inzerki, plus bas qu'Agadir, où il y a les plus beaux et les plus anciens ruchers du monde. Mais les ruches commençaient il y a quelques années à s'assécher, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'abeilles. Alors elles mouraient. Et l'espace, l'environnement, n'était plus propice pour elles. Et quelqu'un a dit, je ne sais pas qui, peut-être moi un jour, le jour où il n'y aura plus d'abeilles, il n'y aura plus d'humanité. Parce que l'être humain, sa condition et son existence seront liées à la vie et la survivance des abeilles. Pourquoi les abeilles? Parce que ce sont les insectes, on peut appeler ça, les plus magnifiques du monde, et nous donnent un médicament, le miel pur. Et ce miel n'a pas... évidemment, les Chinois ont essayé de fabriquer du faux miel qui est cancérigène. Faites très attention quand vous achetez du miel. S'il vient de la Chine, vous le laissez tomber. Mais on peut évidemment, avec du sucre et tout, fabriquer un miel plus ou moins comme ci, comme ça. Mais le vrai miel,
c'est un don un don du bon Dieu, c'est un don exceptionnel et qui fait que il est aussi ancien que l'humanité. Les abeilles existent depuis l'existence de l'être humain. Et les perdre serait perdre une partie de notre humanité. Donc, encore une fois, je reviens aux enfants, manger du miel, mais attention, pas le miel trafiqué, pas le miel fabriqué, mais le vrai miel. Évidemment, le vrai miel coûte cher, parce qu'il est rare, mais c'est plus important que le sucre. Donc, je reviens à ce roman, et ce qui se passe dans le roman, c'est une structure familiale qui est menacée. Et alors, il y a un petit garçon, il y a son grand-père, le grand-père qui lui explique le système des abeilles, parce qu'ils ont un système très sophistiqué. Les abeilles, c'est des techniciennes qui ont fait Harvard et qui ont fait les grandes écoles sans le savoir. Elles ont une façon de vivre et de communiquer entre elles qui est absolument fabuleuse. Et donc, avec leur, disons, pas disparition, mais l'affaiblissement du don, que le miel, la famille se rend compte qu'elle ne peut plus vivre de ce miel-là. Et le père du petit garçon, va être obligé d'aller, l'exode rural, aller à Agadir, au Marrakech, chercher du travail. Et là, ça fait déjà une rupture dans la famille. Il va chercher du travail, évidemment c'est difficile. Il passe d'un travail noble qui était la récolte du miel à faire petit taxi ou je ne sais pas quoi d'autre. Enfin, ça ne va pas. Et puis il y a ce petit garçon qui a 10 ans et qui voit ce capital magnifique en train de périr et de disparaître et qui voit que son propre avenir est menacé par la disparition des abeilles. Enfin bref, c'est un livre que je vous recommande. Il est très beau et surtout, encore une fois, il nous apporte quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre comme ça pour passer le temps. C'est un livre qui nous fait prendre conscience de l'importance des abeilles et la manière de les protéger et de vivre avec elles, parce que sans elles, on est aussi menacé de partir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas si je... Ah oui, la lecture, parce que tout à l'heure on m'a posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire lire les enfants? Ah. Alors, les enfants, il faut commencer dès l'école primaire à leur coller un livre entre les mains, systématiquement. Et je suis aussi pour convoquer les parents et leur dire il faut éduquer votre enfant en l'obligeant au début à lire à la maison, avant de se jeter sur l'iPhone et de voir des saloperies sur les réseaux sociaux, etc. Évidemment, c'est un travail pédagogique qu'il faut faire énorme. Est-ce qu'on est capable d'y arriver? Moi, je pense que sans lecture, on est un peu comme les abeilles, on est en train de disparaître. Parce que c'est vrai que nous sommes un pays où nous lisons peu, très très peu. Nous avons un taux de lecture qui est tellement faible que c'est honteux pour nous. C'est vraiment la honte. Je donne un exemple. Prenons uniquement le niveau de la presse. Au Japon, vous avez un journal quotidien qui, tous les matins, fait un tirage de 12 millions d'exemplaires. Tous les matins. À 4 heures du matin, tous les Japonais ont dans leur boîte aux lettres leur journal. Et à midi, il y a une deuxième édition de 4 millions de plus, ça fait 16 millions. Alors, je dis, mais c'est extraordinaire, il n'y a aucun pays au monde dont les journaux font ces tirages-là. Pourquoi? Parce que les Japonais, malgré l'Internet, malgré les réseaux sociaux, malgré tous ces progrès et tout, eh bien, ils ont gardé cette tradition, cette habitude de lire un journal tous les jours. C'est une question d'éducation et d'héritage. On hérite ça du père, du grand-père, etc. Ben, nous, on n'a pas hérité grand-chose de nos parents, finalement. C'est dommage. Et pour
passer au livre. Qu'est-ce que vous voulez? Ici, un livre, quand on vend 2000 exemplaires, c'est un best-seller au Maroc. Vous vous rendez compte? Un pays de presque 40 millions d'habitants, il y a 2000 petits bonhommes et bonnes femmes qui lisent. C'est honteux. Alors que la lecture fait partie de notre civilisation. Si nous ne lisons pas, nous allons régresser. N'importe quel fanatique, n'importe quel charlatan va venir et va vous bouffer le cerveau. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, dans ce pays, avec l'arrivée au pouvoir des islamistes pendant 10 ans, qui ont failli foutre en l'air le développement de ce pays. Pourquoi? Parce que les gens croient à leurs discours stupides, leurs discours complètement irrationnels. Mais s'ils étaient cultivés, s'ils avaient lu, ils auraient eu entre les mains les armes pour se défendre, pour ne pas accepter n'importe quoi, pour ne pas suivre des discours complètement haineux d'abord, fanatiques, et qui ne sont pas des discours qui élèvent l'humanité. Voilà. Alors évidemment, la lecture, c'est une forme d'éducation, de pédagogie qu'il faut suivre jusqu'au bout. Et en même temps, il faut être rationnel et savoir que lire, ça nous donne des droits. Des droits à ne pas se laisser maltraiter, à ne pas se laisser embobiner par les discours, comme je disais tout à l'heure, de charlatans, etc. La lecture, c'est un peu comme un moyen de défense. À force de lire, on a des références. On va lire Robinson Crusoe, que tout le monde a lu un jour. Eh bien, Robinson Crusoe, c'est une leçon de survie dans une île déserte. Et ça nous apprend beaucoup de choses. On lit Les Misérables de Victor Hugo et on apprend beaucoup de choses sur la Révolution française, sur la société française. Et puis, on s'imagine et on s'identifie à tous ces personnages. Donc, cette aventure, la lecture, elle est saine, elle est fondamentale parce que finalement, on a besoin comme de vivre ensemble, de avoir des projets ensemble. Mais moi, j'ai rencontré des gens riches qui ont les moyens et qui n'ont pas un seul livre dans leur maison, dans leur belle villa. Il y a une bibliothèque qui a été conçue, elle était là, mais il y a dedans des assiettes, des DVD, des trucs comme ça, chez des gens richissimes. Et après, ils te disent, ouais, mais le livre coûte cher. Le mec qui dépense 1 million de dirhams pour faire une fête parce que son fils a réussi son brevet, il te dit, ah ouais, mais le livre coûte cher. Bon, ça c'est un peu scandaleux. Et le livre ne coûte pas cher. Il y a le livre de poche. Et puis on peut aller l'emprunter à la bibliothèque. Quand on veut lire, on lit. Le prix et tout ça, ça devient quelque chose de totalement secondaire. C'est un prétexte pour ne pas lire. Ben voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, merci M. Benjeloun. Effectivement, avec votre permission, nous allons donner la parole à quelques personnes qui vont vouloir vous poser des questions. Madame. Bonjour, Kenza Ralem, qui fait partie de l'équipe du Journal du Ciel. Monsieur Tahar Benjeloun, j'aimerais vous poser la question de savoir si justement en fait, cette littérature peut être utilisée dans la presse. Je vous parle de mon cas personnel parce que je suis journaliste. Donc, que pensez-vous de cela? De quoi? Je n'ai pas compris. Est-ce que la littérature peut être utilisée dans la presse? Utiliser, ça veut dire quoi? Écrire bien, oui. Oui. Quand on écrit dans un journal, il faut pas bâcler son article. Il faut l'écrire avec talent. Moi, j'ai commencé à publier d'abord dans le journal Le Monde des articles qui étaient repris dans mes recueils de poésie et tout. Mais ça, évidemment, les rédacteurs en chef n'aiment pas beaucoup ça. Ils n'aiment pas qu'on écrive bien. Ils veulent qu'on écrive d'une façon un peu la même pour tout le monde, tu sais, un peu formaté. Mais ça, il faut se battre pour imposer la littérature dans l'écriture, dans les journaux. Ok, une autre question? Madame. Bonjour. Bonjour.
Si vous permettez, je vais poser ma question بالدارجة. Alors je voudrais savoir بغيت نعرف شنو هو الكاتب الآن في العصر ديال الذكاء الاصطناعي. الكاتب الآن يعني كيحاول يعيش مع هاد لي C'est à votre guise, vous pouvez ça me répondre en français, c'est pas pour problème. Non, il n'y a pas de problème. L'écrivain aujourd'hui essaie de garder sa place d'écrivain. La concurrence est dure et rude. Quand on sort un livre, avant, on passait chez Bernard Pivot, il y avait Apostrophe, on vendait des dizaines de milliers d'exemplaires et puis les gens lisent. Aujourd'hui, il faut passer dans des émissions vulgaires pour pouvoir faire entendre la voix d'un écrivain. Et l'écrivain est obligé de faire ces espèces d'émissions pour faire connaître qu'il existe, que son livre existe. Je ne parle pas pour moi. Moi, j'ai passé ma vie à le faire, c'est fini. Mais je parle des jeunes qui arrivent, ils ont du mal. Ils ont beaucoup de mal à pouvoir dépasser la concurrence des réseaux sociaux, à moins d'utiliser ces réseaux sociaux pour se faire connaître. Donc c'est un cercle vicieux. Il n'y a pas de concession de la part de l'écrivain à ce point-là. Il n'y a pas de concession par rapport aux idées ou non, de passer par ce genre d'émission comme vous le disiez. Est-ce qu'on est obligé? Ouais. Non, pas obligé. Mais parfois, ça c'est un lieu de publicité, ça rend service. Mais c'est tout. Mais ce n'est pas des lieux de réflexion. Très bien. Oui, madame? Bonjour. Oui, moi, je suis sénégalaise. Donc, je voudrais savoir, en tant qu'écrivain, vous, quel rôle on peut attendre des écrivains dans le cadre de la coopération entre les pays, surtout dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Maroc et le Sénégal. Donc, on peut attendre quel rôle de la part des écrivains? Les écrivains, ce ne sont pas des hommes politiques. Il faut même leur déconseiller de faire de la politique. Vous venez d'un pays que nous aimons et vous aviez un président magnifique qui était un grand poète, mais il a choisi entre la poésie et la politique, il a choisi la poésie. Je parle de Senghor. Il y a Aimé Césaire aussi, martiniquais, qui est un très très grand poète. Il a été député pendant longtemps, mais ce qu'on retiendra d'Aimé Césaire, ce sont ses poèmes, ses écrits. Ce n'est pas ses séjours au Parlement français. Mais pour revenir aux relations entre le Maroc et le Sénégal, il y avait des relations économiques, touristiques, etc. Mais il faut qu'il y ait davantage d'échanges. Moi, je trouve que ce qui est merveilleux, c'est d'inviter des écrivains sénégalais et sénégalaises à faire un séjour au Maroc pour écrire, et puis envoyer quelques écrivaines marocains à faire la même chose au Sénégal pour mieux se connaître et mieux connaître le pays dans lequel ils sont. Parce que moi, j'ai été au Sénégal il y a très longtemps, ça m'a tellement poursuivi dans ma tête que mon roman qui s'appelle Le mariage du plaisir, moitié du roman se passe au Sénégal. Il aurait pu se passer en Côte d'Ivoire, mais bon, il se passe au Sénégal parce que j'ai été là-bas, j'ai rencontré des gens, j'étais bien reçu, etc. Et 20 ans après, j'ai écrit Le mariage du plaisir. Monsieur, vous avez une question? Bonjour, Sami Marfak. Voilà. L'année dernière, on a révivé l'un de vos plus grands poètes, de vos poésies. Vous l'avez écrit où, Le miracle? Ah, chaque visage est un miracle, c'est ça? Voilà, très bien. C'est un poème qui a fait le tour du monde, qui a été repris par beaucoup d'anthologies, etc., parce que c'est un livre qui ferme mon petit livre sur le racisme, expliqué à ma fille, parce que j'expliquais tout simplement par des choses, des mots très simples,
que n'importe quel enfant, comme de ton âge, peut apprendre par cœur et le réciter. C'est simplement montrer que chaque visage est unique et que chaque visage a droit à la dignité et au respect, et quelle que soit la couleur de sa peau ou la langue qu'il parle ou le pays d'où il vient. Et c'est un petit texte très simple, mais qui a eu un succès énorme. Et je suis ravi de savoir que ce petit texte circule encore dans les écoles marocaines. Où l'avez-vous écrit, demandait le jeune homme? Dans Le racisme expliqué à ma fille. C'est vers la fin du livre. Mais peut-être où est-il physiquement? Ah, le lieu! Oh là là, chez moi à Paris, hein. Moi à Tanger, je ne me souviens plus. Merci, M. Tahar Benjelloun. Vous avez commencé votre présentation en parlant de la guerre à Gaza. Et je voudrais vous poser la question, est-ce que c'est une guerre de religion? Et par ailleurs, une deuxième question, est-ce que ce discours est assez écouté en Europe, en l'occurrence en France? Non, non, ce n'est pas du tout une guerre de religion. Non, non, ce n'est pas l'islam contre le judaïsme, pas du tout. Mais c'est tout simplement une guerre coloniale. C'est une guerre coloniale qui dure depuis 1948, en fait. Parce que Israël n'a jamais cessé d'essayer de faire disparaître les Palestiniens. Le projet de Netanyahou, le projet qu'il a dit, moi j'invente rien, c'est d'éliminer toute trace palestinienne dans la région. Ben, évidemment, c'est un projet de nettoyage ethnique qui est totalement horrible et scandaleux. Et malheureusement, il continue de massacrer et de tuer des innocents. Vous vous rendez compte qu'il y a plus de 40 000 personnes civiles assassinées, dont 12 000 enfants. Toutes les télévisions et radios du monde le reconnaissent, toutes les institutions le savent, et puis on laisse faire ce criminel de paix et de guerre. Donc c'est comme ça, on n'y peut rien. En France, la France appartient à un pays un peu spécial. C'est-à-dire qu'en France, il y a des traditions de très longue date de haine des Juifs, d'antisémitisme. Et maintenant, dès qu'il y a une critique de l'État d'Israël, ils vous accusent d'antisémitisme. C'est-à-dire que pour eux, être antisioniste, ça veut dire être antisémite. Moi, je n'aime pas l'idéologie sioniste parce qu'elle empêche le peuple palestinien d'exister, mais je ne suis pas du tout antisémite. C'est une notion qui m'est absolument étrangère. Et pourtant, on veut me coller sur le dos, pas uniquement moi, mais tous ceux qui défendent les Palestiniens, d'être contre les Juifs. Je ne suis pas du tout contre les Juifs. La preuve, j'avais applaudi les accords d'Abraham et j'ai trouvé que c'était magnifique de pouvoir se réconcilier avec la communauté juive dans le monde et de vivre ensemble, de faire les choses ensemble. Maintenant, évidemment, avec cette guerre injuste, cette guerre qui dépasse toutes les limites, même les Américains sont horrifiés. Alors, il y a les universités du monde entier qui sont contre. Et qu'est-ce qu'on lit dans la presse française? Ce sont des étudiants antisémites. Ce chantage-là, moi, je ne supporte plus. Mademoiselle, vous aviez une question. Déjà, bonjour. Rania El Moujahdi. J'aimerais juste savoir si vous pensez qu'aujourd'hui, la scène littéraire marocaine offre des opportunités ou plutôt des mécanismes de support pour les jeunes écrivains marocains et quels conseils donnerez-vous à ces jeunes? Au Maroc, il faut d'abord développer les structures éditoriales. Il y a quelques éditeurs, pas beaucoup. Et développer la critique littéraire dans la presse, qui n'existe pas. Et puis aller dans les lycées, les écoles, pour faire connaître son travail d'écriture et donner l'envie aux jeunes, aux enfants, de lire cette littérature. Parce qu'il n'y a aucune raison que la littérature marocaine soit oubliée ou abandonnée ou maltraitée. Okay. Une dernière question, parce que M. Benjelloun a d'autres engagements. Bonjour. Bonjour. Siam Jedraoui du quotidien Aujourd'hui le Maroc.
Je voulais savoir, est-ce que le numérique, à votre avis, est-ce que le numérique a modifié notre rapport avec la lecture? Moi? Ah non, non, moi je lis toujours le livre papier et je note sur la marge. Je suis incapable de lire sur une tablette ou sur iPhone. Non, 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 non. Moi je suis de la vieille génération. Et pour les jeunes? Oui, mais les jeunes, maintenant, ils ont ouvert les yeux sur les tablettes, et sur les iPhones et sur les écrans. Moi, j'ai ouvert les yeux sur un livre papier. Donc, toute la différence est là. Et moi, je n'échangerai jamais un livre papier avec une tablette. Ça ne va pas. Parce que le livre papier, c'est quelque chose... C'est un ami. Je le touche, je le caresse, je le mets... Ok. Voilà, je crois que nous avons terminé cette rencontre avec M. Benjeloun. Merci de l'applaudir une nouvelle fois. Merci beaucoup.